Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 16 septembre. Voici les titres de ce journal. Ce mardi, le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale. Manuel Valls confirme donc les grands axes de sa politique économique. Nous entendrons le patronat et les syndicats vendéens. Deuxième jour de procès Xynthia au Sables-d'Olonne. Aujourd'hui, la commune de la Faute-sur-Mer était au cœur de l'audience pour comprendre comment cette commune a vu le jour et surtout comment elle s'est développée au fil du temps. Enfin, plus légèrement, l'apprentissage se fait aussi hors des classes. Exemple avec les élèves de 6e de Luçon. Durant 3 jours, les cours se déroulent en effet dans les rues de la commune et dans les marais. On débute donc avec l'intervention de Manuel Valls ce mardi. Le Premier ministre a en effet prononcé son discours de politique générale devant les députés de l'Assemblée nationale. Il confirme donc ses grandes orientations économiques. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre du patronat et des syndicats vendéens. Oui. Du côté du patronat, sans surprise, les dernières annonces de Valls sur l'entreprise sont plutôt bien considérées. Pour la CGPME, le J'aime l'entreprise du Premier ministre lancé récemment est une marque de prise de conscience de la situation économique du pays. Je pense que le gouvernement se rend compte que le salut économique, la reprise économique, passera uniquement par les aides auprès des entreprises, un allègement des charges et surtout une refonte complète du droit du travail qui est un frein au développement économique. Le carnet de commandes des entreprises, c'est ce qui décidera de la richesse de notre pays. Pour le MEDEF, la situation impose de dépasser les clivages politiques. Il ne doit plus être question de droite ou de gauche, mais de pragmatisme. D'où un regard bienveillant sur l'action du Premier ministre. Aujourd'hui, on n'est plus dans des postures. On est dans l'action, il faut absolument qu'on soit dans l'action. On ne peut plus dire tiens, je vais faire ceci parce que ça va m'arranger ou parce que la droite, même si parfois elle fait des bêtises. C'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on a un gouvernement, on a une situation catastrophique. Les seuls qui peuvent faire quelques réformes, je dirais, pour aider les entreprises, c'est encore les gens, c'est encore le gouvernement, en faisant adopter des lois. Et on est obligé de les suivre lorsqu'elles vont dans le bon sens. Pacte de responsabilité, CICE, des gestes forts en direction des entreprises, des gestes approuvés par la CFDT. Un bémol, cependant, le gouvernement doit exiger d'elle qu'elle crée de l'emploi. Et tout ce qui va permettre de favoriser l'emploi et de créer des emplois dans les entreprises, la CFDT y prendra sa part et on y a pris part en signant le relevé de conclusion du pacte de responsabilité au mois de mars. Maintenant, ce qu'on attend des employeurs et des patrons, c'est qu'effectivement ils jouent le jeu et qu'avec les aides qui vont leur être accordées, ils ont déjà perçu une partie du CICE, maintenant ils créent des emplois, qu'ils innovent, qu'ils forment et qu'ils investissent pour l'avenir. Pour la CGT, pas question de se ranger derrière un gouvernement qui semble préférer les entreprises aux salariés. Selon le syndicat, c'est bien une politique de la demande qu'il faut mettre en place en boostant le pouvoir d'achat et en luttant contre le chômage. On aimerait que le gouvernement mène une politique qui combatte le chômage. Et si c'était le cas, on serait derrière le gouvernement. Mais les faits sont là. Enfin, voilà comment aujourd'hui, sous prétexte d'harmonie, on pourrait soutenir une politique qui met en difficulté le pays, qui met en difficulté les salariés, les jeunes, les sans-emploi et les retraités. Donc on a un devoir, c'est de dire au gouvernement, vous faites fausse route. Hein, et cette politique-là, qui était menée par le précédent gouvernement, elle impacte la vie des gens au quotidien. Un gouvernement de gauche plutôt encouragé par les patrons, mais qui inquiète certains syndicats de salariés. Voilà à quoi ressemble depuis le remaniement le nouveau paysage politique. Et on poursuit avec les élections sénatoriales qui se dérouleront le 28 septembre prochain. Quelques 1700 grands électeurs sont appelés à choisir les sénateurs et ils auront le choix entre 7 listes, 3 à droite et 3 à gauche, auxquelles s'ajoute aussi une liste du Front National. Elle sera menée par Brigitte Neveu, la responsable départementale du FN. On l'écoute, elle présente le sens de cette candidature. Nous appelons les grands électeurs, donc je pense qu'ils souhaitent beaucoup un grand changement de politique, puisque la politique menée actuellement, comme elle l'a été avant, nous mène à la faillite. Dans nos priorités, nous occuper plus particulièrement de la ruralité, du maintien des services, différents services dans les communes, c'est-à-dire la poste, la gendarmerie, les hôpitaux de proximité, les petits commerces, la défense de la chasse artisanale, la pêche et toutes ces choses-là, et la défense des élus ruraux, effectivement, appelés à disparaître, puisque le gouvernement souhaite supprimer les départements.
Et puis un dernier mot de politique avec les dates des élections départementales qui sont en fait les anciennes élections cantonales. Elles se dérouleront en mars 2015, a confirmé Manuel Valls cet après-midi devant les députés. Je vous rappelle que les cantons ont été redessinés et qu'il s'agira d'un binôme homme-femme. Et quant aux élections régionales, le Premier ministre a également confirmé qu'elles se tiendraient à la fin de l'année 2015. La grève à Air France se poursuit et surtout se durcit. Attention donc si vous devez prendre l'avion, notamment à Nantes. Demain, mercredi, 60% des vols de la compagnie seront à nouveau annulés. On ouvre à présent notre dossier Xynthia. Vous le savez, le procès s'est ouvert hier au Sables-d'Olonne. Il va se poursuivre durant 5 semaines. Alors hier, pour la première journée, il s'agissait de revenir sur les faits. Et ce mardi, les juges se sont penchés sur la commune même de La Faute-sur-Mer, comme nous le précise Caroline Tronche. Effectivement, Edwige, après la présentation des personnes hier, place aujourd'hui au lieu. Une présentation très méticuleuse qui a commencé avec les diffusions d'un film réalisé à base de cartes sur lesquelles on a pu voir l'avancée progressive de l'eau au cours de cette fameuse nuit du 27 au 28 février 2010. Imaginez 1 200 000 mètres cubes d'eau qui se sont déversés sur cette commune en à peine quelques heures. Place ensuite au premier spécialiste de ce procès Xynthia, Thierry Sozo, un enseignant-chercheur de l'université de Poitiers, une personne citée par la VIF. Intervention de géohistoire, si l'on peut dire, puisqu'elle a permis de revenir sur la création puis le développement même de La Faute-sur-Mer, une commune dont rien n'émergeait de l'océan. En 1720, la première ferme recensée date de la fin du XVIIIe siècle. Alors je vous passe les détails, mais La Faute à l'origine c'était une terre principalement agricole avec des pâturages dans les zones inondables et des habitations dans les zones plus surélevées jusqu'à l'avènement du tourisme. Et là, on est à la moitié du XXe siècle, au cours des années 60, avènement donc de ce tourisme, une tendance qui atteint son apogée à la fin du XXe. Imaginez entre 90 et 2000, 450 maisons ont été construites sur La Faute. Ça s'est fait de façon totalement libre, j'ai envie de dire, avec la seule contrainte était la contrainte financière. Vous pouvez acheter la parcelle ou vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire bâtir ou pas. Mais la mémoire de ce qui s'était passé sur ces lieux-là et de ce que c'était d'abord que ces territoires endigués n'entrait pas en ligne de compte dans le développement finalement de la Faute-sur-Mer tel qu'on peut le constater en 2010. Une bonne partie des lotissements en cause n'ont pas été construits pendant la mandature de M. Maratier. Le mouvement était déjà très largement parti. Et donc, et puis, il a eu lieu sur toute la Vendée, qui a connu un développement touristique très important, favorisé par les élus, favorisé par l'État. Donc voilà, c'est ce que nous allons expliquer au tribunal en défense de M. Maratier. Alors après cette journée très technique, place demain au caractère plus humain, plus difficile aussi à entendre, puisque médecins légistes et psychiatres vont précéder les premiers récits des parties civiles. Merci Caroline. Et puis pour être complet, précisons que René Maratier a été appelé à la barre à l'issue de cette journée pour donner son sentiment sur les points évoqués. Le président du tribunal ayant parlé, je cite, d'un autisme absolu par rapport aux antécédents historiques. Et puis sachez enfin que le docteur Yves Bescon est l'invité de la grande émission ce mardi soir. Il reviendra évidemment sur le procès Xynthia et sur les douleurs qui pourraient ressurgir chez les victimes durant ces 5 semaines d'audience. Rappelons que le docteur Bescon a dirigé la cellule psychologique les jours qui ont suivi la tempête en 2010. Plus légèrement, un mot de cyclisme pour vous dire que 2 coureurs du Team Europcar intègrent la sélection française pour les championnats du monde sur route. Cyril Gauthier et Kevin Reza feront en effet partie des 9 Français à prendre le départ de la compétition le 28 septembre prochain en Espagne. C'est une première. L'Association des paralysés de France lance un grand jeu national baptisé Handidon. L'opération a été présentée il y a quelques jours. La campagne va se poursuivre jusqu'au 15 décembre partout en France avec un temps fort le week-end du 18 octobre. Le président de l'antenne vendéenne nous en dit un peu plus sur cette action parrainée par l'animateur Thierry Beccaro. C'est un grand jeu national avec des tickets dons. Donc chaque citoyen pourra acheter un ticket don à 2 € en faisant un don. Et ça va permettre donc à l'APF dans tous les départements
de poursuivre et de pérenniser ces actions en faveur des personnes handicapées. Et l'antenne vendéenne espère récolter plus de 8 000 €. Notez que les tickets sont en vente au siège de l'Association des paralysés de France à La Roche-sur-Yon, mais également sur le site internet de l'opération En Didon. Et dans le même temps, les nouveaux loisirs pour les personnes en situation de handicap se développent. La preuve avec cette nouvelle journée de découverte à l'aérodrome des Ajoncs à La Roche-sur-Yon. 4 personnes ont en effet pu monter à bord d'un planeur. Reportage de Paul Burgot. Après le parapente ou le char à voile, Hugues a décidé de s'essayer au planeur. Malgré son handicap, il a décidé de ne se refuser aucune activité à sensation. Aujourd'hui, il s'envole donc à 1000 mètres au-dessus du sol. On sent que ça va pas tarder, quoi. Donc on est encore plus impatient, quoi. Le planeur attaché à l'avion, plus le temps d'avoir peur. Attention, décollage. Ah ben on est en l'air, ça y est, c'est parti pour des nouvelles aventures. Alors on commence à voir la côte devant, la mer. Ouais. Tu vois le trait noir, en fin de compte c'est vraiment la bordure de mer. Le voyage dure une trentaine de minutes avant un retour sur la terre ferme, parfois un peu secoué, mais à la fin, toujours le même sentiment. Quand on peut pas trop bouger, quand on est au sol, et puis que là, on voit qu'on peut faire tout ce qu'on veut, c'est top, quoi. Je trouve ça vraiment bien, franchement une sensation géniale. L'expérience est probablement unique en Vendée et le club n'écarte pas l'idée de la renouveler. Mais les contraintes restent là. On est en phase d'observation, on va voir, ça nécessite d'y réfléchir, de faire peut-être encore d'autres expériences avec d'autres handicapés. De toute façon, c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain parce que ça nécessite un investissement quand même très lourd, aussi bien en matériel qu'au niveau humain. Il n'existe que 3 clubs de vol à voile en Vendée, mais avec le kart ou le char à voile, le planeur pourrait peut-être un jour rejoindre la liste des sports accessibles à tous dans le département. On va s'intéresser à présent à cette opération qui invite les enfants à découvrir leur ville. Alors il faut dire que les jeunes, comme les adultes d'ailleurs, ne connaissent pas toujours leur commune et les monuments et les institutions qui s'y trouvent. Eh bien, à Fontenay-le-Comte, les élèves des écoles primaires vont participer à l'opération City Raid. Il s'agit d'un raid, comme son nom l'indique, mais dans les rues de leur commune donc. Et l'événement a été présenté au lycée Bel Air, puisque ce sont les lycéens qui seront en charge de l'organisation de ce rendez-vous. L'objectif du projet, c'est de créer du lien en local. Ça permet aussi aux enfants de s'approprier leur ville, d'aller à la rencontre des institutions, des activités sportives, culturelles que leur propose leur ville, et d'ouvrir des portes et de s'apercevoir que derrière ces portes d'institutions, il y a des personnes accessibles qui sont là pour eux, qui ont qu'une envie, c'est de les accueillir et leur apprendre plein de choses. Le 10 octobre, donc, les quelques 500 jeunes de CM1, CM2 et 6e sillonneront les rues de Fontenay-le-Comte et les meilleures équipes de la journée se rendront à Paris en juin pour la finale du City Raid. Et décidément, tout est fait pour que l'apprentissage soit de plus en plus ludique. Au collège, le Sourdi à Luçon cette fois. Les 6e débutent l'année avec 3 jours de visite à pied, à vélo ou en bateau. L'occasion de traiter les matières autrement. Alexis Raison a retrouvé ces jeunes en pleine classe à ciel ouvert. Ludivine est handicapée moteur, mais son collège a tout fait pour qu'elle puisse participer aux activités. Aujourd'hui, c'était vélo dans les marais. Ils ont changé mon vélo pour adapter, pour que je sois à la sortie. J'aime bien ça, comme ça, je me sens pas à l'écart des autres. Pendant ce temps, d'autres groupes étaient en bateau ou découvraient le port de l'Aiguillon. Durant 3 jours, ils explorent leur territoire, le pays né de la mer. On découvre des nouvelles choses, on apprend. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est le paysage, le bruit. En fait, la nature, j'aime beaucoup ça. On peut se croire comme en vacances, puisque là, on n'est pas dans un collège, on n'est pas en cours. Des vacances, pas vraiment. Les élèves ont des fiches à remplir, des renseignements à obtenir partout où ils vont. Rien à voir avec l'habituelle sortie de fin d'année. C'est un projet transdisciplinaire auquel adhèrent le français, l'histoire, la géographie, la SVT. Ce travail était fait en amont, avant le projet, tout de suite dès la rentrée. Là, on est en train de le vivre et c'est un support également aux apprentissages après. Et pour ces 75 élèves de 6e, cette sortie scolaire où les classes sont mélangées est aussi une occasion rêvée pour mieux faire connaissance.
Au chapitre culture à présent, on connaît le nouveau prix Charette et ce n'est autre que Claude Mercier que vous avez souvent vu sur notre chaîne dans différentes émissions. Ce Vendéen de plus de 80 ans vient donc d'obtenir ce titre avec son ouvrage Clémenceau. Tout simplement, la remise des prix s'est déroulée ce lundi, vous le voyez, au Conseil Général. L'occasion de poser quelques questions à Claude Mercier, ce passionné de Clémenceau qui a voulu raconter cet homme de l'histoire, tout simplement. J'ai voulu faire un Clémenceau chronologique pour que tous les gens, c'est pas Clémenceau pour les nuls, mais c'est un petit peu que les gens connaissent toute la vie de Clémenceau. Et puis on termine avec cette annonce, le Festival de Poupées organise son réveillon le 31 décembre. Le festival fait en effet revenir Patrick Sébastien et la compagnie créole, mais cette fois au Zénith de Nantes. Alors après 2 soirées cet été, les artistes rejouent en effet pour le festival. Et la nouvelle a été officialisée ce samedi soir lors de l'émission de Patrick Sébastien sur France 2. Philippe Mindron, le président du festival, y était. Regardez. Je voudrais te remercier parce que grâce à toi, j'ai vécu un truc extraordinaire cet été. Il y a un festival en Vendée qui s'appelle le Festival de Poupées, que tu as fait toi, où je suis tombé sur une bande de malades, mais des fous furieux. On a les images de la fin. Regardez le bordel. Et voilà le président du festival en train de distribuer des brioches à 4000 fous furieux. Je voulais te remercier parce que j'ai vécu un truc que je ne vivrai plus jamais de ma vie. Tu vas remettre ça, il paraît? Oui, on va commencer pour Poupée fait son réveillon. Avec Patrick au Zénith de Nantes avec 8000 sardines. Ce mec est fou. Voilà, applaudissez-le parce que toi aussi t'as passé. C'est un merveilleux moment. Et notez que la billetterie ouvrira le lundi 6 octobre pour cette folle soirée de la Saint-Sylvestre. Et comme chaque jour, on jette un coup d'œil du côté de la météo et ce mercredi sera instable. Côté thermomètre, l'été sera encore bien présent avec des températures au-dessus des normales de saison. En revanche, côté ciel, le bleu aura disparu pour laisser malheureusement place aux nuages et même à quelques averses. Voilà le point complet sur la météo. C'est après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.